Bonsoir, c'est Face à la Nation. Mon invité est Mamadou Diop Decroix. Merci, monsieur le député, d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous. Et merci surtout pour votre temps. Alors, Mamadou Diop Decroix, très jeune, vous avez commencé la lutte. 68 déjà, mai 68, les étudiants secouent le régime de Senghor et vous avez fait partie des premiers arrêtés et de ceux qui ont été envoyés directement dans l'armée par la force, par l'administration Senghor. Et même dans l'armée, vous n'avez pas arrêté. Vous avez continué à flirter avec les combattants pour la libération de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, n'est-ce pas, le PAIGC. Vous avez continué la lutte. Plus tard, vous discutez avec Landing Savané et vous mettez ensemble le parti Andijef MRDN, n'est-ce pas, qui est l'ancêtre un peu du parti que vous dirigez aujourd'hui, qui est devenu d'ailleurs ce nouveau parti est arrivé 18 ans après, 92, je crois. Alors la lutte, c'est votre vie? La lutte, c'est votre vie? Merci d'abord, mon cher ami et frère Khalil, de m'avoir convié sur votre plateau de Face à la Nation. Vous avez, commencé par, j'allais dire, le commencement, mai 68 et toute sa signification, en termes de volonté déjà de rupture avec un système qui a gouverné nos pays africains pendant très longtemps, le système colonial. Et donc, volonté de rupture en 68 avec ce système, parce que finalement, en 1960, ce qu'on a appelé des indépendances n'en était pas. Et nous appelions cela un système néo-colonial. Et hélas, c'est vrai, nous nous sommes beaucoup battus, mais nous n'avons pas encore vaincu le système. Tout à l'heure, j'ai vu sur votre écran les jeunes gens qui sont morts en mer, rejetés par les vagues sur la plage. Cette terrible scène montre clairement que nous n'avons pas encore rompu avec le système de domination et d'exploitation. Alors là-dessus, quelques peut-être clarifications. L'armée, 68, mais l'armée c'est en 1971. Ok, c'est plus tard après. En 1968, ça a été la révolte populaire, estudiantine, juvénile et des travailleurs. Et évidemment, on a été arrêtés, emprisonnés à Archinard, l'université a été fermée, tous les étudiants africains qui n'étaient pas des Sénégalais ont été renvoyés dans leur foyer, etc., etc. Bon, mais nous avons poursuivi. C'est en 1971 que le président Senghor s'est dit, bon, tiens, ces gens-là, la seule manière de régler le problème, c'est de les amener dans l'armée pour qu'ils se disciplinassent. Oui, absolument. Bon, oui, nous avons fait l'armée en mars 1971. C'est vrai qu'au cours de ce séjour de 18 mois, nous avons eu droit à 45 jours de prison militaire et à 3 mois et demi de prison civile, et également au tribunal militaire. On a été traduit devant le tribunal militaire pour désobéissance, etc., etc. Bon, c'est un peu long. Oui, bien sûr. Donc, en gros, mon cher Khalil, vous n'avez pas tort de dire que mon cogito, c'était la lutte. Pour Descartes, c'est la pensée. Je pense donc que je suis. Moi, mon cogito, c'est je lutte, donc je suis. Et vous luttez toujours? Ah ben oui, bien sûr. Est-ce que la lutte a changé de forme? Est-ce que la lutte qu'on mène aujourd'hui est la même lutte qu'on menait en 68, en 71, ou bien après d'ailleurs? Est-ce que c'est la lutte pour sortir de la petite bourgeoisie, comme on disait à l'époque quand on était étudiant, que tout le monde est petit bourgeois, nous sommes tous des petits bourgeois, c'est pour en sortir que l'on lutte. Est-ce que cette lutte-là n'a pas changé de forme? Oui, les formes peuvent changer, mais le fond évidemment, reste le même. En réalité, les problèmes que nous avons, quand je parle du Sénégal, je parle aussi de l'Afrique en général et de l'Afrique francophone en particulier, parce qu'au fond, les problèmes sont à peu près les mêmes ici et là. Les formes peuvent varier, puisque sous Senghor, au fond, on avait le système du parti unique aussi, hein. Une radio, un journal unique, une télé unique,
et des prisons pour ceux qui ne sont pas d'accord. Donc, entre-temps, ça a évolué avec le président Diouf, multipartisme intégral. Mais la première décennie, c'était multipartisme sans possibilité d'alternance, puisque le système électoral lui-même laissait à désirer. Le président Diouf et le président Wade se sont accordés, et nous autres, bien entendu, autour d'un code électoral consensuel en 1992 qui a permis, pendant près d'un quart de siècle, d'avoir des élections libres, transparentes, non contestées, pendant près d'un quart de siècle. Et donc, bon, forcément, aujourd'hui, il y a une explosion médiatique. On est là à se parler sur B-News, etc., alors que, bon, à l'époque, c'était inimaginable. Même quand vous sortiez, vous avez parlé tout à l'heure d'Andi Diouf. Sous la clandestinité, ça s'appelait Andi Diouf Kharebi. C'est avec Abdou Diouf que c'est devenu Andi Diouf MRDN et ensuite Andi Diouf PADS. Mais déjà, sous la clandestinité, quand vous sortez le Kharebi, c'était à 3000 exemplaires qu'on sortait. C'était le bras-le-bas au sommet de l'État. Aujourd'hui, on est là, explosion médiatique, tout le monde s'exprime. Donc, il y a eu des changements, mais dans le fond, évidemment, nous sommes toujours sous domination. Très bien. Alors, notre pays a des problèmes. On lutte depuis les indépendances, mais le plus grand problème, la plus grande menace aujourd'hui qui pèse sur notre pays, c'est le Covid-19. En ce sens que nous avons aujourd'hui une espèce de recrudescence des cas, n'est-ce pas? Et que cette recrudescence des cas se développe chaque jour si on suit le bulletin quotidien du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Mais on a l'impression que les Sénégalais ne se préoccupent pas du tout de cette maladie et que cette attitude est partagée aussi bien par les Sénégalais lambda que par les autorités. On a vu les meetings politiques, les tournées, etc. À qui profite justement, selon vous, le développement du Covid-19? Merci Khalil. Moi, je me suis penché sur cette problématique 3 mois après l'arrivée du virus au Sénégal. Le virus est arrivé au Sénégal le 2 mars 2020. Je venais de perdre ma maman le 1er mars. On l'a enterré le 1er mars. Le 2, il y a eu le premier cas. 3 mois après, en juin, le 9 juin, on est aujourd'hui le 10 ou le 10. Le 10, oui. Donc le 9 juin, jour pour jour, un an, j'ai produit un document que j'ai appelé pour un regard africain sur le virus et une stratégie de riposte adaptée. Pourquoi? Parce que j'ai établi au cours des 3 premiers mois, j'ai comparé les statistiques en France, en Italie, en Angleterre, Allemagne, aux États-Unis et ce qu'on avait au Sénégal. Du point de vue des cas, sur 1 million, j'allais dire en Europe, aux États-Unis, et sur 1 million de Sénégalais, combien y avait-il de cas? Il y en avait 100 fois moins si tu compares avec les États-Unis et 200 fois moins si on compare avec l'Europe. Et à l'époque, pourtant, dès le début de la pandémie, on a dit, de hautes personnalités de la communauté internationale, on dit c'est la fin pour l'Afrique avec ce virus. On a constaté donc que notre système immunitaire a davantage résisté. Et je me suis dit, j'ai compris qu'on devrait aussi changer donc de stratégie, d'approche de la lutte contre la pandémie, puisque les réalités n'étaient pas les mêmes. La situation l'a démontré. Si vous prenez j'ai parlé des cas positifs par million d'habitants, j'ai dit qu'on en avait 100 fois moins que les États-Unis, 200 fois moins que les Européens dans la même période. Mais pour les décès aussi, si vous avez 100 infectés en Europe et 100 infectés au Sénégal, on avait 15 fois moins de décès. Donc, cela voulait dire que nous devrions changer notre stratégie et ne pas suivre ce que faisait l'Europe, comme le confinement, les couvre-feux, etc., etc., etc.
J'ai montré qu'en Europe, et quelque part en Amérique aussi, ils avaient une tradition, c'était leur culture, c'était la géographie, le climat, l'hiver en Europe. Les gens, ils hibernaient. Hiberner, c'est rester 2-3 mois sans sortir. Donc, ils passaient leur temps à préparer ce moment-là. Donc, dans leur culture, même aujourd'hui, à Paris, on habite le même appartement, on se fait face, on ne se connaît pas. Si par hasard vous sortez, moi je sors, je referme ma porte jusqu'à ce que vous partiez. Donc, ce n'est pas chez nous ça. Chez nous, c'est la grande plage, le grand plage, etc. Voilà. Et par conséquent, le confinement, nous, on ne connaît pas. Alors que ça ne les gêne pas. Le couvre-feu. Quand vous dites couvre-feu, ceux qui ont d'abord des moyens de subsistance, qui prennent des ravitaillements pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, et qui gardent parce qu'ils ont la possibilité de stocker leurs vivres. Nous, d'abord, on n'a pas les moyens. Bon, dans la banlieue, on est obligé le matin de se lever pour aller se battre, pour gagner sa vie pour le lendemain. Et si vous ne le faites pas, vous risquez de ne pas manger. Donc ceux-là, vous leur dites, ne sortez pas, couvre-feu, etc., fermeture des marchés, comme on l'avait constaté, la stratégie n'était pas bonne. Et quelque part, ces méfaits, ces mauvaises mesures ont exaspéré les populations et donc ont dû avoir même une influence sur les émeutes du mois de mars dernier. On ne le dit pas souvent. Quand on analyse les phénomènes, on doit pouvoir déchiffrer tout cela. Pour aller donc très vite et résumer, j'estime que le Sénégal et l'Afrique en général n'ont pas su inventer une stratégie appropriée pour faire face à la pandémie. Et aujourd'hui encore, on n'en est pas là. Parce que même dans le subconscient des populations, la pandémie est derrière nous, alors que ce n'est pas le cas. Voilà. Mais ça commence même par les autorités qui ne se comportent pas comme étant dans une situation de pandémie. Alors, votre opinion, quelle est votre opinion maintenant par rapport à justement ce mauvais comportement des autorités? Alors, en quelques mots. J'ai dit à plusieurs reprises qu'il fallait qu'on essaye d'inventer une approche appropriée. Je l'avais dit, je le répète, c'est de laisser les gens circuler, mais d'être disciplinés, laver les mains, la distanciation et le port du masque. Mais si nous nous disciplinons, nous atteindrons nos objectifs, nous vaincrons la pandémie. Mais le poisson pourrit par la tête, la discipline aussi commence par la tête. Si ceux qui sont à la tête du pays renvoient l'image, un message que bon, ils ne se soucient pas de la pandémie, les populations ne se soucieront pas de la pandémie. Bien. Alors, nous allons parler d'un problème très sérieux aujourd'hui qui secoue le pays aussi, c'est la question de l'homosexualité. Alors, des manifestants ont montré fermement, il y a quelques jours, leur opposition à toute législation de l'homosexualité au Sénégal. Et la pression a été très forte, on a eu quelques réactions en provenance de France, et on a eu aussi une réaction du président de la République qui a dit, il y a quelques jours, qu'il n'est même pas pensable que l'on légalise ou que l'on accepte l'homosexualité au Sénégal. Alors, quel est votre point de vue par rapport à ça? Je trouve que le président n'est pas cohérent. Parce que vous ne pouvez pas dire, tant que je suis là, on ne va pas légaliser. Mais pendant ce temps, dans vos écoles, on prépare des séminaires pour organiser des formations sur ce qu'on appelle le LGBT.
Ah bon? Oui, bien sûr. Moi, en décembre déjà, la manifestation a eu lieu, je crois, il y a 2 semaines à peu près à Dakar. Oui, effectivement, quelques jours. Voilà, mais en décembre, moi j'avais dit stratégie de liquidation de nos valeurs identitaires par le biais de l'école et la stratégie de riposte. Parce que les LGBT, l'homosexualité, tout ce qu'il y a tout autour a maintenant droit de citer en Occident. Les gens ont changé les lois, etc. Voilà, bon. Ce n'est pas nos valeurs. Et j'ai considéré que l'UNESCO devrait être interpellée. Parce que l'UNESCO est une organisation internationale qui fonde pour l'essentiel son action sur la diversité culturelle. La diversité culturelle, c'est reconnaître l'identité des uns et des autres. Mais on ne peut pas tenter, parce qu'en Occident, on a promu cette façon de voir, que donc il faut l'imposer aux autres. Vous avez idée qu'on aille en Chine pour leur vendre les systèmes LGBT? On n'imagine pas ça. C'est parce qu'ici, nous ne sommes pas considérés. Donc, j'ai estimé que c'était une agression, vraiment une agression, et que par conséquent, ce n'était pas seulement parce que moi, j'ai été alerté par les organisations syndicales, en particulier M. Dambouch, et immédiatement, moi, j'ai réagi, dit, c'est très bien que les syndicalistes signalent cela, mais c'est une affaire de l'ensemble du peuple sénégalais. Et pour aller vite et résumer ma position, c'est les LGBT à l'école et les enfants dehors. Ou bien les enfants à l'école et les LGBT dehors. Mais pas de coexistence entre ces affaires-là et le fonctionnement de l'école. J'ai dit, si le président de la République est aussi hostile à cela, pourquoi on organise des séminaires sur ça? Les enseignants y vont. Qui est-ce qui donne les ordres de mission pour que les enseignants participent à ces séminaires-là? Donc, ce n'est pas très compliqué. Moi, j'ai le sentiment qu'au fond, dit oui, bon, tant que je suis là, ça ne marche. Mais par en bas, on essaye de faire avancer les choses. Donc, franchement, c'est une agression contre nos sociétés. L'homosexualité a toujours existé. Elle n'est pas moins jeune que l'humanité. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Voilà. Mais comme je dis souvent, dans le Coran, je suis musulman, le bon Dieu, il est absolument hostile à ça, mais il aurait pu les effacer de la terre. Il ne l'a pas fait. Mais en même temps, ça a des choses qui se passent à l'insu des uns et des autres. Mais par contre, vouloir venir officialiser, voter des lois, imposer, ça, c'est ça qui n'est pas correct. Et nous sommes contre ça, et nous allons combattre ça. Eh bien, nos caméras sont promenées dans la rue à Dakar, et les caméras de B-News sont sorties, et des questions ont été posées par ceux qui nous regardent, nos amis, et si la régie est prête, on peut regarder justement le premier groupe de questions. waaw moom en tant que député ñun li ñu ko bëggoon laaj mooy wàllum homosexualité bi nga xamante ni mooy lëmbetaan yi dëkk bi mu indil ñu si ay leeral parce que ñun ñoo leen fal ñu représenté ñu assemblée kon donc ñun war nañ ñu am ay leeral yoo xamante ni ñoom war nañ ko ci indi daal soxla nañ loolu waaw. waaw man maa ngi ko doon laaj ci affaire homosexualité bi ñuy wax dañ ko bëgg a légaliser fii ci Sénégal est-ce que moom ban position lañ ci taxawee ñoom loolu lañ ci bëgg a xam. affaire ngóor jigéen ñi ñu bëgg a indi fii suñu réew nag combat la boo xam ne bii combat ñëpp la li ma koy ñaan daal moom mu ñu gën a mànkoo nekk benn xeex combat ba gagné ko loolu daal moo nekkoon sama xalaat.
Voilà. Est-ce que vous pouvez répéter votre position? ki mujjee wax moom dëgg moom wax na dëgg man noo bokk xalaat wax naa la ko. Exactement, c'est vrai. Il a dit que ça doit être un combat de tout le monde. Le dernier intervenant, il a parfaitement raison, ça doit être le combat de tout le peuple sénégalais. Et c'est dans cette logique que nous nous trouvons. Alors, le premier intervenant veut savoir quelle a été la position de l'Assemblée. Elle n'est pas la même. À l'Assemblée, vous avez une opposition et vous avez une majorité. Et moi, en tant qu'opposant, mais en tant que aussi convaincu de l'inanité de ce projet, naturellement, je suis contre. Je l'ai dit, j'ai dit, il ne faut même pas attendre que ça arrive à l'Assemblée. Il faut commencer le combat en amont. Et je crois que ceux qui ont initié, je les félicite au passage, qui ont initié ces manifestations d'il y a 2 semaines, ont très bien fait. Il faut qu'on continue à se mobiliser, à élargir la base de la mobilisation pour que les autorités reculent. L'année dernière, ou en tout cas il n'y a pas très longtemps, ils ont introduit, je ne sais plus quel projet de loi, qui déjà annonçait un peu ce genre de choses-là. Nous l'avions bien déchiffré, nous avions bien vu qu'il y avait derrière quelque chose. Nous l'avons dénoncé et nous avons proposé même des modifications de la loi en plénière. Ils ont refusé. Ils ont refusé et ils l'ont voté. La majorité. Donc je demande à mes concitoyens qui soulèvent le problème de comprendre que c'est au gouvernement d'abord. C'est le gouvernement, pas l'Assemblée, c'est le gouvernement qu'il faut attaquer pour qu'il arrête ce qu'il est en train de faire. Parce que si ça vient à l'Assemblée, le gouvernement a des députés à l'Assemblée qui sont faits pour voter. D'accord. Alors, autre grand problème du Sénégal, c'est l'insécurité à l'intérieur même du pays. Il y a quelques jours, 873 personnes ont été arrêtées sur l'ancienne piste. Des personnes, des jeunes, des vieux, des enfants qui détenaient des armes blanches et qui se livraient à des agressions régulières. Et d'après l'information qu'on a eue de la gendarmerie, ce sont des personnes qui ne sont pas de nationalité sénégalaise. Et la plupart du temps, c'est des gens qui viennent de la sous-région. Alors, quel est le coût, quel est le prix de notre sécurité par rapport à notre ouverture en tant que pays? Est-ce qu'il ne faut pas revoir un peu l'accès à la nationalité sénégalaise? Bon, d'abord, moi, je suis un panafricaniste. Hein? Ça n'empêche pas? Ça n'empêche pas? Non, parlons peu et parlons bien, Khalil. Ce n'est pas ces quelques centaines de gens qui ont été arrêtés, qui ont été des menaces pour les vies et qui ont tué. Voilà, qui sont à la base. Il faut condamner, il faut que l'État prenne ses dispositions, il faut. Alors? Mais ce n'est pas ça la racine du mal. Et moi, je refuse qu'on désigne des Maliens, des Nigériens, des Nigérians, des Béninois, etc., comme les gens à abattre. Ce n'est pas vrai. Alors, d'où vient le problème? Qu'est-ce qu'il faut faire? La question de fond, voilà, que faut-il faire? C'est la crise de survie qui entraîne ces phénomènes. Si les gens avaient à manger, avaient où habiter, pouvaient se soigner, chez eux, c'est-à-dire dans les pays d'où ils viennent, aller à l'école, etc. D'abord, c'est les Sénégalais qui s'adonnent à ces pratiques ne s'adonneraient pas à ces pratiques. Et si les pays d'où proviennent ces personnes-là avaient réglé ces problèmes, ces personnes ne seraient pas venues au Sénégal également pour agresser et tuer, n'est-ce pas? Alors là, vous touchez carrément la question de l'inégalité, n'est-ce pas, des régimes, de la démocratie dans les pays qui nous entourent. Non. Si nous sommes une démocratie ouverte et libre, vous avez dit tout à l'heure qu'on n'osait même pas penser à avoir une télé où on pouvait dire des choses il y a quelques années, sous Senghor, etc. Aujourd'hui, nous avons un pays qui s'ouvre au monde, c'est notre nature de Sénégalais. Alors, que faut-il faire? Comment peut-on garder notre ouverture, notre classe dans le monde, tout en surveillant quand même ce qui est en Non, il n'y a pas à surveiller. Le problème n'est pas de surveiller. Le problème, c'est de faire en sorte que les 3 000 milliards de marchés publics qui sont partis à l'étranger l'année dernière... Du Sénégal? Bien sûr. 3 000 milliards que des entreprises sénégalaises auraient pu réaliser des marchés publics
ont été donnés à des entreprises étrangères qui les ont gagnés. 3 000 milliards. Les jeunes ne mourraient pas en ce moment-là en mer. Ils trouveraient du travail, de l'emploi ici. Nous avons importé 600 milliards de produits alimentaires l'année dernière. Si nous cultivions ça ici, l'élevage, la pêche, l'agriculture, l'artisanat, les jeunes ne mourraient pas en mer. Si ces politiques d'indépendance, de souveraineté, de se concentrer sur les intérêts fondamentaux de nos peuples, de nos populations, ici au Sénégal, au Mali, au Niger, au Burkina, là où les gens sont en train de mourir par centaines, mais ce qui est en train de se passer ne se passerait pas. Donc, l'échange, les inégalités dont vous parlez, c'est des inégalités entre nous autres et les pays qui sont anciennement les puissances coloniales. Systémique. Donc, ce sont ces rapports qu'il faut changer pour que, ma foi, l'Afrique, qui est le continent le plus riche par ailleurs, mais dont les populations sont les plus pauvres au monde. Mais ce sont ces contradictions, ces curiosités qu'il faut changer. C'est tout. Ça, et naturellement, pour revenir à mon point de départ, je suis un panafricain. On ne peut pas imaginer voilà, un Sénégal développé, etc., dans un océan de pays limitrophes où il y a la pauvreté, etc., etc. Bon, sans compter que aucun pays africain n'est pauvre. Aucun pays. On nous met dans la tête. Alors, Khalil, vous connaissez bien les États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas? Un de mes neveux à New Jersey, près de New York, il y a quelques années, alors, il descend de l'école, je dis, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Il me dit, on a fait histoire. Je dis, ok, qu'est-ce qu'on vous a appris à l'histoire? En histoire, la guerre du Golfe, sous Bush père. Je dis, ok, qu'est-ce qu'on vous a appris? L'Amérique a gagné. Je dis, d'accord. Et quoi d'autre? Il me dit, oui, on apprend aussi la Deuxième Guerre mondiale. Je dis, d'accord, qu'est-ce qu'on vous apprend? L'Amérique a gagné. C'est ça qu'on leur met dans la tête. Vous naissez, vous grandissez avec l'Amérique a gagné. Ici, on est et on grandit avec quoi? Nous sommes un pays pauvre. Nous sommes un pays pauvre. Nous sommes un pays pauvre. Vous voyez ce que ça fait dans la tête des gens? Ce n'est pas un hasard. C'est des spécialistes en manipulation des consciences qui ont travaillé ça. Alors nous sommes là, oui, les Maliens sont là, oui, les Guinéens, oui, les... C'est ridicule. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup. Ça nous mène à l'autre sujet, c'est-à-dire la sécurité du pays lui-même. On nous parle de terrorisme très souvent, que le pays est menacé et que les terroristes sont même à nos portes. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Est-ce que nous sommes en danger? Au Mali, on voit ce qui s'est passé. Et récemment, au Burkina, il y a une semaine, tout un village a été massacré par des supposés djihadistes. Nous sommes là. Est-ce que nous sommes vraiment en bonne situation de sécurité? Merci, Khalil. Nous sommes là et nous ne faisons rien. Je suis désolé, on ne fait rien. Ces histoires de « oui, on a acheté du matériel pour l'armée ». Cette guerre-là n'est pas une guerre qu'une armée classique... Ce n'est pas une guerre conventionnelle. Non, franchement. Bon, on ne fait rien. Ce sont des questions politiques et économiques qui se posent. Et ce sont ces questions politiques et économiques qu'il faut résoudre. La terre, le foncier, est une question fondamentale. Si vous allez au Mali, cette question, elle est très présente dans la crise. Outre la question des richesses, bien entendu. Depuis des décennies, les gens s'entretuent au Mali, mais pendant ce temps, les autres, ils exploitent les richesses. Tout cela, nous l'avons compris. En tout cas, les Sénégalais le comprennent. Même le président de la République, quand il parle, il vous dit qu'il comprend ça.
Mais quelles sont les mesures qui ont été prises pour faire face? Il n'y en a pas. Après, on vous dira, oui, ce type de mesures-là, on ne doit pas le savoir. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que les vraies mesures, parce qu'on prend entre les dispositions, le renseignement, le ceci, le cela, et ce dont je parle, c'est deux choses fondamentalement différentes. Moi, je dis que c'est une approche politique et économique qui permet de résoudre ces questions. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure, faire en sorte que les richesses qui sont produites restent pour l'essentiel dans notre pays, promouvoir notre secteur privé pour qu'il puisse véritablement porter une machine économique capable de créer des emplois, etc., 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 mais également arrêter la politique politicienne qu'on est en train de faire. Être à la hauteur. Moi, je trouve que ceux qui gouvernent ce pays ne sont pas à la hauteur des dangers et des menaces qui pèsent sur notre pays. Bon. Maintenant, évidemment, on ne veut pas en parler. Parce que quand vous en parlez, là aussi, c'est un autre élément qui fonctionne dans les consciences. Si vous allez à la gare routière, vous voulez aller à Thiès, vous prenez une Tata ou je ne sais pas quoi, qui doit prendre, mettons, 25 places. On met là-dedans 40 personnes. Je ne dis pas que ça se fait. Mais si vous mettez 40 personnes au lieu de 25, un monsieur dans la voiture vous dira, attention, si vous le faites, nous risquons de faire un accident et de mourir. Au lieu que les autres disent, oui, oui, tu as raison, on va lui dire, il ne faut pas parler de ça. C'est un mauvais augure. Donc, alors, on ne veut pas prévenir. On se refuse à fonctionner dans la prospective. C'est aussi un de nos problèmes. Mais cette situation d'insécurité-là, elle était là quand même quand vous étiez dans le gouvernement de Wade. C'est-à-dire que, est-ce que, justement, M. Sall et son gouvernement, est-ce qu'ils n'ont pas hérité, justement, de quelques-uns des échecs du gouvernement de Wade dans lequel vous étiez... Mais moi, je vous explique. Je vous dis que depuis 1960... Oui. Qu'est-ce que vous avez fait sous Wade? Non, attendez. Je vous dis, y compris sous Wade, le système n'a pas été vaincu. Le système est encore là. Wade n'a pas pu vaincre le système. Et donc, nous devons poursuivre le combat pour vaincre le système. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et je vous dis que c'est sur le plan économique et politique. Mais ceux qui ne gouvernent pas cette vision même, ils ne l'ont pas, ils ne sont pas à la hauteur. Voilà, pour aller plus vite. Et parce que finalement, moi j'ai dit toujours, j'écris, parce que moi j'écris. Ce que je suis en train de... sur la pandémie du Covid-19, je l'ai écrit. Ce que je vous ai dit sur l'homosexualité, je l'ai écrit. Ce que je vous ai dit sur... Je l'ai écrit. Cette insécurité, c'est le peuple qui peut résoudre cette insécurité. Partout où vous allez, vous avez des imams, vous avez des présidents d'ASC, vous avez des ASC, vous avez des groupements de promotion féminine, vous avez ces organisations autonomes des populations. Il faut parler avec elles, leur faire confiance, leur expliquer les menaces et les dangers et leur dire comment les uns et les autres doivent se comporter. Une fois qu'ils ont compris, aucun djihadiste ne pourra atteindre son objectif ici parce que c'est le peuple lui-même qui prendra en charge sa défense. On ne l'a pas fait. Au Burkina, on ne l'a pas fait. Au Niger, on ne l'a pas fait. Au Mali, on ne l'a pas fait. Quel est l'ordre du jour des messieurs qui gouvernent? Mais c'est comment faire la politique politicienne, là. Je vais inaugurer 2 hôpitaux dans un truc. Et puis voilà, en fait, je fais une tournée politique appelée tournée économique pour préparer des élections locales et un 3e mandat. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Et quand ça arrivera, je ne le souhaite pas, on oubliera qu'il y a eu un processus de sédimentation qui a entraîné cette situation. Je me souviens en 92-99, nous avons reçu à l'Assemblée, j'étais député à l'époque,
des députés de Congo-Brazzaville. Ils nous ont dit, faites attention. Nous, quand on se mettait le soir devant notre télé à regarder ce qui se passait de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire à Kinshasa, on s'étonnait. Et on se disait, c'est impossible au Congo-Brazzaville. Mais quand ils venaient nous voir, la crise était déjà entrée au Congo-Brazzaville. Les gens mouraient. Alors ici, c'est à nos portes. Mais bon, ben, pour les gens, c'est sur la Lune que ça se passe. J'ai sur ma page Facebook, je parlais du massacre d'un village où il y avait beaucoup de morts au Mali. J'ai oublié le nom du village, c'était nos parents Peul qui étaient massacrés. Dans la zone de Mopti, là. Hein? C'est dans la zone de Mopti. Oui. Ouais, ouais. Alors, j'ai parlé de ça pour dire que c'est chez nous que ça se passe. Quelqu'un m'a dit, parle-nous des... À l'époque, c'était la question du pétrole. Avec le slogan « nos 400 000 ». Parle-nous de nos 400 000. J'ai dit, mais il faut parler de nos 400 000, mais il faut aussi parler de... Alors voilà. Le danger qui s'approche. Oui. Alors, l'autre problème qui touche le Sénégal, c'est aussi la sécurité routière. Alors, les accidents de la route sont très fréquents et nous avons vu des camions de 30 tonnes qui roulent à haute vitesse, n'est-ce pas, sur les autoroutes, mais on n'a jamais vu, personnellement, moi, je n'ai pas vu d'auto-école où on apprend à conduire un camion de 30 tonnes. Alors, qui donne les permis à ces gens-là qui conduisent des camions spéciaux, qui demandent des connaissances techniques et aussi un réflexe prêt à s'imposer quand il y a un problème? Parce qu'un camion de 30 tonnes qui roule à 10 à l'heure écrabouille complètement une petite voiture s'il y a un choc. Alors, comment voyez-vous justement la réglementation de la circulation routière et du danger que représente justement... Oui. Merci beaucoup là-dessus aussi, Khalil. Il y a quelques mois, peut-être l'année dernière, il y a eu un accident très grave à l'entrée de Thiès, où il y avait, je crois, 16 morts, une quarantaine de blessés, etc. J'avais écrit un article dans la presse sur les accidents. Tout à l'heure, j'ai parlé de discipline. Vous ne pouvez rien faire dans la vie sans discipline. Parce que le noyau central de la discipline, c'est l'organisation. Et sans organisation, vous ne pouvez rien faire. J'ai posé la question à un officier supérieur allemand au ministère de la Défense de l'Allemagne, à l'époque où la capitale était à Bonn. J'ai dit, mais votre pays a été détruit à 2 reprises en moins d'une génération, à pratiquement 80%. Vous vous êtes reconstruit et vous occupez aujourd'hui la tête de l'Europe. Si je vous demandais quelles étaient les 3 principales raisons de ce succès, que me diriez-vous? L'officier supérieur m'a dit, bon, ben, je suis un militaire, je ne peux pas peut-être... Mais je sais qu'au moins il y a un facteur essentiel, c'est la discipline. On n'est pas discipliné au Sénégal et on est fier d'être indiscipliné. C'est une culture. Mais ça, quelle en est l'origine? C'est le poisson qui pourrit par la tête qui en est l'origine. Parce que si nous décidons que la discipline doit s'instaurer dans ce pays et que le premier responsable, le chef de l'État, se conduise d'une manière telle qu'on sait qu'il il est le premier dans ce comportement de discipline, ses ministres, son administration vont suivre et les populations vont suivre. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens, bon ben, soyez disciplinés, mais moi je fais ce que je veux. Ce n'est pas possible. Voilà notre drame. Alors, un ami a posté sur Facebook il y a quelques jours une phrase très belle. Il a dit, à quoi servent carte grise, assurance et permis de conduire si
le charretier a les mêmes avantages que vous sur la chaussée. Il n'en a pas besoin. Et pourtant, Dakar, on voit les charrettes partout dans la ville. Ils n'ont pas de carte, les charretiers n'ont pas de carte grise, ni d'assurance, ni de permis de conduire. Ils se disputent la chaussée avec vous. C'est de l'indiscipline, toujours. Mais non, mais franchement, je pense, Khalil, que ma réponse emporte tout ça. Ouais. L'indiscipline et l'inorganisation. Au demeurant, il y a un autre aspect dans cette affaire, la malgouvernance. Parce que la corruption, également, la corruption. Moi, je peux avoir une visite technique alors que ma voiture est une guimbarde. Pourquoi? Parce que j'aurais donné l'argent. Ou bien, je n'ai pas de visite technique, mais j'ai pu donner l'argent, on m'a laissé partir, etc. C'est tout cela en même temps. Mais c'est une culture, on ne peut même pas reprocher ça aux citoyens lambda qui le fait. Ça. Parce que, bon, il te dit, mais tout le monde le fait, c'est normal. Ouais. Alors donc, le poisson pourrit par la tête. C'est bien dit. Alors, nous arrivons à un autre point qui est l'éducation. Alors, nous avons un problème un peu dans ce pays. On a vu tous, vous avez une maîtrise de philosophie, vous avez fait autre chose, vous avez travaillé, réfléchi sur plein de choses, mais apparemment, cette habitude est en train de disparaître et que, en tout cas, nous ne pouvons presque pas compter sur une grande majorité de Sénégalais qui va avancer vers l'écriture, la recherche, la culture générale. Nous avons vu à tous les niveaux, dans les télévisions, dans les comportements, que l'école semble ne plus être intéressante. Alors, quel est votre point de vue par rapport à ça? Bon, merci beaucoup. En novembre 2013, pendant que vous parliez, je cherchais... oui, les documents. En novembre 2013, j'ai fait une présentation de ce que j'ai appelé ma vision pour un nouveau programme alternatif, Gëm Sa Bopp. Il y avait une cinquantaine de journalistes et beaucoup de chaînes de télévision. Et l'agence de presse sénégalaise avait fait une relation assez exhaustive de cet exercice. Et quand j'ai abordé le pôle éducation, c'est-à-dire l'école, j'ai commencé par montrer que pour ceux qui gouvernent, l'école n'est pas une opportunité, mais un boulet qu'ils traînent. Toute la différence est là. Comment un boulet? Toute la différence est là. C'est-à-dire, je me demande si parfois ils n'auraient pas souhaité voir l'école disparaître pour peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce que pour eux, c'est des équations insolubles. Alors que l'école doit être saisie comme une opportunité, c'est-à-dire c'est un moyen, voilà, par lequel on s'épanouit. Ouais, donc, vous avez, d'un point de vue épistémologique, vous êtes un philosophe quelque part. Donc, vous avez sous ce rapport-là une rupture. Et quelqu'un qui a cette posture avec l'école ne peut pas résoudre les problèmes de l'école. N'est-ce pas? Alors moi, j'ai fait un développement peut-être une trentaine de pages sur l'école, comment concevoir les choses. Le rapport entre l'école maternelle, l'école secondaire, l'université, les écoles supérieures, le monde du travail et l'université, donc le rapport entre la formation et l'emploi, l'adéquation, etc., etc. J'ai fait des développements sur les langues nationales, parce que quand on parle de l'école au Sénégal, on ne pense pas langue nationale, on pense français. Donc, les langues nationales, l'alphabétisation universelle et l'utilisation de nos langues nationales dans l'administration. Actuellement, c'est sur le budget de l'éducation, autour de 1 milliard consacré aux langues nationales. Si vous enlevez la paye des gens qui sont là-bas, que reste-t-il pour l'investissement? J'ai dit non, il faut 3% du budget global. Vous avez 400 milliards,
3%, voilà, bon, autour de 120 milliards par an pendant 5 ans, ça va être entre 600 et 700 milliards qu'il faut investir là-dedans. Donc avec l'édition, d'abord l'enseignement, bien sûr, l'enseignement des langues nationales et en langue nationale, l'édition en langue nationale, les poètes, les écrivains, je veux dire, les romanciers, etc., l'art. Vous avez une économie des langues nationales. Et cet enseignement aussi est radial, est transversal, parce que quand l'agriculture doit en bénéficier, quand vous apprenez aux enfants et aux adultes, parce que là aussi c'est un problème, le système qu'on utilise actuellement pour soi-disant tenter de résoudre les problèmes de l'école au Sénégal, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, classe en machin, construire, il paraît que c'est 7 millions par classe. On a 2 millions au moins de jeunes Sénégalais qui ne vont pas à l'école, qui sont en âge d'aller à l'école, qui n'y vont pas. Moi, j'ai dit au ministre de l'Éducation, oui, abri provisoire, etc., etc. Et certains pensent que non, ça doit être des classes en dur. J'ai dit non, attention. Moi, je ne suis pas contre les abris provisoires. Je suis contre les abris provisoires définitifs. Mais je suis pour que dans chaque village, l'arbre à palabres soit une classe. Que le matin, les enfants aillent apprendre sous l'arbre à palabres et que le soir, les adultes aillent là-bas apprendre. Il faut que, au maximum en 5 ans, l'ensemble des Sénégalais sachent lire et écrire. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Si vous voulez avoir de bons agriculteurs, il faut, en leur apprenant les langues, et dans les langues, leur apprendre, c'est l'alphabétisation fonctionnelle, l'agriculture, la santé, la nutrition, etc. Tout est, mon cher ami, lié. Dans l'école, il y a le problème aussi des arabisants et des daras. Des daras. Mais le dara qui est le dara est un espace d'incubation. Nous n'avons pas meilleur que le dara. Mais ça va être long. J'ai développé sur les daras comment on doit concevoir ça. Et ça, je ne me suis pas enfermé pour le faire. J'ai parlé avec les acteurs du secteur des daras. J'ai parlé des arabisants. Mais moi, quand j'ai le bac en français et qu'on m'envoie en Russie, mais on me prend pour quelques mois. J'apprends le russe. Je vais dans les classes. Je suis parfois premier et je reviens ici ingénieur, agronome ou ingénieur électrotechnicien en russe. Donc pourquoi ceux qui ont appris le bac arabe ne seraient-ils pas dans les mêmes conditions et réinsérés? Alors donc, mais tout ça, c'est des systèmes en fait pour écarter et marginaliser les autres au profit du français. Je ne suis pas contre le français du tout. Je ne suis pas contre le peuple de France du tout. Je ne suis pas contre la France du tout. Mais je suis d'abord et avant tout pour que notre pays puisse se développer de façon souveraine. Très bien. Justement, cette partie de l'éducation est très intéressante, surtout dans le sens de la formation. On parle beaucoup de chômage des jeunes et de formation, et très souvent, les écoles de formation sont nombreuses en fait, mais est-ce que ces écoles répondent vraiment aux besoins de ceux qui sont formés et aussi aux besoins du marché? Et pour ça, nous avons tendu notre micro à un spécialiste qui est directeur d'une école de journalisme et donc qui parle de formation, M. Amadou Tidiane Sy. Nous l'écoutons à la régie, si c'est prêt. Je crois qu'il y a plusieurs choses. On ne peut pas dire forcément la formation que vous avez va impacter sur vos chances d'avoir de l'emploi ou pas. Si vous faites une formation dans des domaines qui ne recrutent pas forcément, il sera difficile d'avoir de l'emploi. L'autre chose, c'est la question du diplôme.
Bon, quand je dis diplôme, c'est plus, on doit même plus parler de qualification. Parce que, est-ce que votre diplôme reflète un certain niveau d'expertise, un certain niveau de qualification? Je crois que ce sont des choses qui comptent énormément quand on est sur le marché de l'emploi. Par contre, ce que moi, je note, c'est que souvent les jeunes ne prennent pas le temps qu'il faut ou ne savent pas qu'ils doivent prendre le temps de gravir des échelons. Qu'on ne se réveille pas pour être bombardé au sommet, on commence par le bas et on progresse. Alors, Amadou Tidiane Sy, qui est directeur de cette école de journalisme et de formation au métier de l'audiovisuel, de l'Internet aussi, et qui est aussi fondateur de Westaf. Alors, vous avez écouté, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire, ce qu'il a dit? Amadou Tidiane Sy, quel est votre point de vue par rapport à ça, ce qu'il a dit par rapport à la formation? C'est l'école. Ouais. Ce qu'il dit. Ouais. Entre dans ce cadre-là, il vous dit, bon, la qualification, le diplôme et la qualification, etc. Donc, tout ça est lié. Hein. Bon, évidemment, je pourrais faire peut-être une remarque quand il dit on ne peut pas se lever et atteindre le sommet d'un seul coup. Théoriquement, c'est ça. Mais dans la pratique, vous voyez, dans le monde politique, quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais perçu un salaire, il est nommé... voilà. C'est ça le problème, mon cher ami. Donc, c'est le métabolisme lui-même qui pose problème. Alors, nos caméras sont sorties. Et justement, ceux qui nous regardent vous ont posé des questions par rapport à l'emploi. Si c'est prêt, la régie, on passe à cet élément vidéo. Alors, en attendant que cet élément ne revienne, en tout cas, les questions qui ont été posées, c'est des questions par rapport à l'emploi des jeunes. Qu'est-ce qui fait que, justement, les jeunes ne trouvent pas d'emploi au Sénégal? Si c'est prêt, on peut y aller. Sinon, votre réaction? Man, sama question ak Mamadou Diop Decroix. Lan lañu préparé ci ndaw ñi ñu ne dañoo bëgg ñu am xëy te amuñu te suñu nee xëy da nga yóbbu permis ñu ne la formation lan la laaj. loolu laa koy laaj moom ñoom lan lañ ci war a def pour nit ñi am formation bi wala ñu orienter nit ñi ci benn branche boo xam ne bi nit ñi dinañu mën a def formation boo xam ne bi dina leen jëriñ. mais liggéey la ñu wax parce que tey ji booy xool jeunes yu bëri ak tueurs yi ngay gis yu bëri nii ñàkk am lu ñu def kasa la jotaay yu bëri yi ngay gis tamit ñàkk am lu ñu def kasa la te ñoom teg nañ ci seen bët duñu ay chinois duñu ay français ay sénégalais lañ xam nañ bu baax li xew ci dëkk bi fii la ñuy yeewoondoo ñun nit ñi fi yeewoo donc à un moment donné man dama naan affaire de maa tey la te tamit dañuy taxaw di gëmloo nit ñi rek ne voilà dañ fi bëgg a nekk politicien dañ fi bëgg a gérer li dañ fi bëgg a gérer li mais balaa ngay gérer yow ab réew nga gérer bërëb boo xamante ne ni mu fa dugal ay ndaw man bon sama gis-gis loolu la. waaw li ma ko doon question bi ma doon posé daal mooy ci affaire immigration clandestine bi te xale yi sénégalais yi di génn fii di sàcc di dem bitim réew ne dañuy wuti liggéey. te ñoom ñu mën a lijjanti loo xam ni fii ci biir dëkk bi ñoom mën nañu fi nekk pour liggéey fi loolu daal la amoon question bi ma koy jëkk wax te itam ku nekk xam na ni ñëpp mënuñu leen a wutal liggéey wante nag la majeure partie am na affaire yoo xam ne bu ñu ko fi créé woon def ko fi nit ñi xale yi danañu toog ci réew mi dañu génn di dem di lap ci biir géej gi. En fait, la question qu'on a posée à ces gens dans la rue, c'était notre invité est M. Mamadou Diop Decroix, député. Alors, si vous avez une question à lui poser sur les questions qui assaillent le Sénégal, quelle serait cette question? Alors, les gens répondent en disant, voilà, ma question, c'est seulement, comme vous l'avez dit, ils savent que vous n'êtes pas dans le gouvernement. Peut-être qu'ils comptent sur vous. En tant qu'opposant. Oui, c'est ça, effectivement. C'est magnifique. Bah, d'abord, c'est très pertinent. Ils ont tous été très pertinents. Le dernier a dit clairement, bon, ben, les jeunes ne veulent pas mourir en mer. Et ils auraient préféré trouver de l'emploi et rester chez eux. Bien.
Et les autres disent qu'est-ce qu'il faut faire. En réalité, Khalil, la question de fond, c'est l'économie. Quelle est la machine économique capable de résoudre la question de l'emploi? De fixer les gens. L'emploi, ce n'est pas le président qui prend un décret là pour dire, comme d'ailleurs, écoutez, oh, je vais créer 500 000 emplois. Ça, c'est nul. Ce n'est pas lui qui a fait le programme, mais ceux qui l'ont écrit sont nuls. Ce n'est pas des quantités, 500 000, 200 000, non. C'est une économie qui tourne, qui va t'employer toute ta jeunesse, parce que tu as organisé la formation en adéquation avec cette machine économique, et qui va absorber d'autres. Vous aurez parler de Maliens, de Burkinabés qui vont venir travailler, vous aurez aussi des gens qui viennent de France ou d'Italie ou d'ailleurs pour venir chercher du travail. Ça a commencé. Donc, c'est cette machine économique qui est posée. D'abord, vous ne pouvez pas l'avoir sans avoir votre monnaie. Voilà le fond du problème. Vous ne pouvez pas... Bon. La monnaie, justement, c'est bien parce que ça nous fait sauter justement au prochain point. Les gens parlent beaucoup de monnaie africaine, notre monnaie à nous, quitter le CFA, etc. Frappe, France dégage, tout ça. Le sentiment anti-français est vivace et vengeur, n'est-ce pas, dans le cœur des jeunes et des moins jeunes, et même des tout petits. Alors, tout ça, c'est bien. Ça montre qu'on est en train d'être conscient de que nous pouvons utiliser les ressources les plus vives de notre être, comme on dirait en philo, n'est-ce pas, pour pouvoir avancer. Mais est-ce qu'on sait qu'une monnaie à nous, une économie indépendante, et tout ça, ça suppose un travail sérieux, une discipline, des rendements, des usines, des exportations, que ça suppose une économie, une machine économique, comme vous l'avez dit d'ailleurs, économique en marche, et travailler de 8h à 19h. Est-ce que les gens qui font ça comprennent cela? Voilà, bon, donc c'est tout ça, quoi. Ouais. C'est tout ça, c'est-à-dire que... Discipline et retour. Ou nous sommes sérieux envers nous-mêmes d'abord, ou nous ne le sommes pas. Si nous ne le sommes pas, ce n'est pas la peine. Ça fait... Alors, 1960-2021, ça fait 61 ans, mon cher ami, qu'on est indépendant. Ouais. On n'est pas fichu d'avoir une monnaie. Puis on nous dit non, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faut laisser les Français gérer notre monnaie. C'est quand même... Et cette monnaie, elle devrait être sénégalaise ou africaine? C'est triste. Africaine, monnaie africaine. C'est triste. Moi, je suis un panafricaniste. Je suis pour une monnaie africaine. À défaut, une monnaie au moins pour la CEDEAO, c'est ce qu'on appelle l'éco. Ouais. À défaut, une monnaie sénégalaise. Ouais. La Gambie a sa monnaie. La Mauritanie? La Mauritanie a sa monnaie. Mais la Mauritanie est sortie de la CEDEAO. Le Ghana, qui est considéré comme une grande puissance dans notre sous-région, a sa monnaie. Le Nigeria, qui est la première puissance économique de l'Afrique, a sa monnaie, etc., etc. Non, parlons d'autre chose. En gros, ceux qui nous dirigent ne nous dirigent pas pour nous sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. La question, moi, je la pose au peuple sénégalais et aux peuples africains qui doivent dégager ces gouvernants vraiment pour un renouveau de l'Afrique. C'est possible, c'est parfaitement possible. Bon, mais il faut que les uns et les autres prennent le responsabilité. Mais ça s'est déjà fait. Diouf a été dégagé, et Ouad est venu. Ouad a été dégagé, Macky est venu. Je vous parle du système, je vous dis... Mais justement, le système. Ouais. C'est le système qui permet justement que ces gens dégagent. Mais quand ces gens quittent le pouvoir, le système est là. C'est-à-dire que celui qui revient, alors, aussi, il est aussi... C'est voilà. Pour ça que je vous dis que ce n'est pas un problème de personne. De personne, c'est un problème de système. Voilà. Alors, est-ce que le système, on peut le changer? Est-ce qu'il est changeable? Bien entendu. Ou bien est-ce qu'il faut seulement l'améliorer? Mais bien entendu. Est-ce que le système... Mais attendez, quel est le système? Est-ce que le système est contrôlé par nous-mêmes? Quel est le système? Voilà, le système, c'est d'abord la monnaie que vous ne maîtrisez pas. Okay. C'est les marchés publics que vous donnez aux étrangers. C'est l'école publique
sur laquelle vous n'avez pas opéré de rupture avec le passé. C'est l'agriculture que vous n'avez pas réinventée. C'est etc. C'est ça le système. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc quand je vous dis, il faut changer le système, mais c'est de ça que je vous parle. D'abord, changer l'économie, avoir sa monnaie, c'est déjà fondamental. C'est réinventer son agriculture. Nous pouvons faire des cultures, nous pouvons cultiver 12 mois sur 12, mais nous dépendons de la pluviométrie. Ça nous fait travailler 3-4 mois sur 12 au lieu de 12 mois sur 12. Donc là où vous pouvez multiplier déjà vos revenus par 4, vous ne le faites pas. C'est tout ça le système. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué là. On vous dit, ouais, c'est des équations à n inconnues, il ne faut pas y toucher. Non, c'est des choses très simples qu'il faut, comment dire, des pièges qui sont là. Vous les enlevez et vous avancez. Alors, avant d'arriver à la prochaine vidéo qui parle justement de la tournée du président et justement la tournée économique du président, je voulais juste vous demander votre avis par rapport au système. C'est-à-dire, il y a des éléments du système qui sont coriaces et qui ne sont pas contrôlés à partir d'ici. Par exemple, la présence de la colonie de la France métropolitaine, de la France par exemple au Mali. Oui. Par exemple, vous voyez, la France au Mali, la France au Sénégal, bien entendu le Sénégal, comme disait Sarkozy, c'est la fille de la France, quoi. Est-ce quelque chose comme ça? Bon, mais est-ce que les gens comme vous, les opposants que vous êtes, qui avaient compris, qui avaient fait des analyses, qui avaient lutté depuis l'indépendance, et qui avait une idée claire de ce qu'il faut faire, est-ce que vous pouvez changer les choses du jour au lendemain sans vous heurter à l'armada du système occidental? Ah oui, merci. Mais bien sûr que non, vous vous heurterez. Oui. Alors, clairement à cette armada, c'est clair. Wade a fait des efforts, hein? Oui. Il a été dégagé. Absolument. Oui. Mais on ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs. C'est clair et net. Ce qui se passe au Mali, au Burkina, en fait, c'est une faillite de la France, de la politique africaine de la France. Hein? Parce que justement, ce sont des, comment on disait à l'époque, des gouvernorats là. Oui. Ben voilà. Protecteur. Ça ne peut pas continuer, la preuve. Parce que le couvercle a été trop longtemps fermé et maintenant ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne et ça explose. Alors, ils n'ont pas été très futés, je suis désolé. Vraiment, ceux qui ont élaboré ces politiques de la France sur l'Afrique, enfin, ou peut-être qu'ils voulaient ça comme ça, et maintenant, ça leur pète sur la gueule, on va dire. Bon, malheureusement, c'est les populations africaines, les peuples africains qui en pâtissent fondamentalement. Donc, changer le système, c'est prouver au peuple que vous êtes sur cette voie-là et qu'elle n'est pas facile. Il vous suivra. Il vous suivra. La question, c'est, vous ne pouvez pas dire aux gens, allez en charrette, et après, moi, j'achète des voitures qui coûtent des milliards, des avions, etc., etc. Justement, nous allons arriver à cette histoire d'avion dans un instant. C'est ça, c'est pas compliqué. Il faut... Et puis, en plus de cela, les peuples de ces pays, peuples français, britanniques, allemands, américains, etc., ces peuples sont contre ce qui se fait. Ce que font leurs gouvernements, ces peuples sont absolument opposés. Donc, si vous développez une politique qui montre que vous voulez véritablement briser ces chaînes-là, mais vous serez soutenu. Par le peuple. C'est clair. Absolument. Alors, Régis, si c'est prêt, nous allons regarder justement une vidéo sur la question de l'avion et de la tournée économique du président. Mamadou Diop de yàgg naa ko xam muy porter ay combat yoo xam ni lu am solo la ci askan wi parce que tournée bi Macky Sall di def nii moom man bëggoon na ma am occasion bu yàgg mais yàlla bi ma boole ak yéen maa ngi leen di gërëm yéen itam
ndax tournée bi moom Sénégal yi amul kenn ku ci gis boppam. man lu ma koy laaj lu ma xalaat ci visite président Macky Sall ndax visite économique la ou c'est politique encore lu ma koy laajaat ñoom ñu fi nekk comme opposition est-ce que ñoom dañuy dem coalition la ñuy def pour mën a dem élection locale ou je ne sais pas waaw encore lu ma koy laajaat problème avion bi en tant que ñoom député ñu ngi assemblée nationale nu affaire xaw ma dañuy voté budget bi ministère de nu mu tudd ministère des forces armées ou je ne sais pas lu ñu def ba affaire boobu rombaloon ñoom mënuñu xam ne état bi jël na xaalis pour dem jënd nu mu tudd dem jënd ji avion te ñoom yegguñu ko en tant que député. Alors, on commence par cette dernière question. Alors, Khalil, foog nga may ma nag ma wax ci wolof. Bien sûr. Vas-y. maanaam wax na dëgg nee na lu nu def ba affaire bi jaar ñu non jaaruñu fenn dañoo jël budget armée daal di génne ne lii xaalis la boo xam ne dañ ciy jënd ay roplaan ak di ci réparer ay roplaan mais neewuñu pour jënd avion président de la république am bu ñu waxee loolu ci budget armée yow da ngay jàpp ne avion militaire la ñuy jënd pour armée bi am équipement bi ci war am li ci war pour mën a def liggéeyam ñu loolu lañ jàpp bañ ko wotee ba noppi ñu ne bu xeet affaire bi dem jënd avion civil pas avion militaire mais avion président de la république foofu la du ay nax sax du ay nax xam nga loolu affaire truand la quoi na ma yàlla baal affaire c'est de l'escroquerie parce que vous ne pouvez pas quand même venir au Parlement dire que bon on veut équiper les forces armées etc. Les gens, bon, ils ne sont pas contre l'équipement des forces armées. Donc, quand ils disent aéronef, vous considérez que, et puis surtout qu'ils disent aéronef, vous considérez que non, ce sont des avions militaires. Voilà, après ils sortent le truc. Et pour bien cacher le jeu, ils savent bien que avion civil pour le président de la République n'a rien à voir avec ce que nous avons voté. Mais ils disent, oui, c'est un avion de commandement. Le président est le chef suprême des armées, donc c'est un avion de commandement. Bon, franchement, ce sont des arguties, quoi. Mais je voulais juste montrer qu'on n'a pas laissé ça passer. Moi-même, c'est moi-même qui ai soulevé cette question il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. Bon. Mais quand même, dans des pays comme les États-Unis, l'avion Air Force One du président américain était un avion militaire. Oui, voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les avions du président... Mais ça, c'est pas un avion militaire. Je suis désolé, c'est pas un avion militaire. L'avion, le Boeing... Air Force One est un avion militaire, avec disposant de tout ce qu'il faut pour combattre. Ce n'est pas le cas ici. Effectivement, équipé pour présenter. Ce sont des arguties. Oui. Moi, écoute... Franchement, à leur place, je dis, bon, le président doit avoir un avion. On discute si on est d'accord. Ça, si on n'est pas d'accord, vous avez la majorité, vous votez. Mais ça, ils avancent masqués. Ils disent pas, ils tiennent pas un discours de vérité à la population. C'est ça qui n'est pas bien. Parce que si le discours est vrai, les gens peuvent ne pas être d'accord, mais comprendre. Mais vous passez votre temps à... jouer au chat et à la souris. Est-ce que le discours est vrai dans la déclaration? Le discours, est-ce qu'il est vrai lorsqu'on dit, le président dit qu'il fait une tournée économique? Oui, même chose. C'est la même chose. Il fait la question a été posée. Il va faire de la politique politicienne. Il passe son temps d'ailleurs à rencontrer, recevoir les gens, régler des problèmes de tendance et de fraction, etc., etc., à parler des élections à venir, à donner des indications, les listes, etc. Il faut aller en... Alors, il passe son temps à parler de ça et il nous dit non, c'est une tournée économique. Et on doit croire que c'est une tournée économique. Mais comme on a vu quand même un aspect économique à cette tournée quand même. On a quand même vu un aspect économique. N'est-ce pas? On a vu quelques réalisations. Alors Khalil, c'est pour ça que je ne préfère pas m'étendre tellement sur ça. Parce que les Sénégalais eux-mêmes, vous les avez vus, ils ont dit qu'ils n'y croient pas. Alors, comme ils n'y croient pas, ne perdons pas notre temps là-dessus. Passons, s'il te plaît. D'accord. On va passer justement au FRN. Le Front de Résistance Nationale. Vous êtes
le patron du FRN, non? N'est-ce pas? Vous êtes à la tête, vous dirigez, vous êtes l'un des leaders, n'est-ce pas, du FRN? L'un des leaders, mais je ne suis pas le coordonnateur. Voilà, d'accord. Le coordonnateur, c'est Mokhtar Souran. D'accord. Mais mais vous êtes l'opposant qui a le plus d'expérience, n'est-ce pas, de position. L'un des. Il y en a eu d'autres? L'un des, oui. Qui ont eu la même... Pas l'un des, oui. D'accord. L'un des opposants, des membres du FRN qui ont une grande expérience, n'est-ce pas, de position. C'est vous qui le dites, oui. Voilà. Non, on a vu votre histoire, un peu quand même. On a vu. Il y a beaucoup d'opposants qui sont... des opposants nouveaux, hein. Il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Mais il y en a qui n'ont pas l'expérience que vous avez. Et l'expérience physique que vous avez vécue, n'est-ce pas, dans les prisons, sous Diouf, sous Senghor, etc. Ça, c'est important quand même quand on parle d'opposition. Alors, le FRN, vous avez dit que le fichier électoral, que l'audit, que vous êtes contre l'audit. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait dire ça? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans les résultats de l'audit? Et quand vous le dites aussi, un autre membre du FRN, en l'occurrence Abdoul Mbaye, dit qu'il y a du bon dans l'audit. Alors où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Qui dit ça? Abdoul Mbaye, il a dit que tout n'est pas mauvais dans cet audit. Alors, quel est votre point de vue sur... Non, il n'a pas dit tout n'est pas mauvais dans le fichier, il a dit tout n'est pas mauvais dans le rapport. Oui, d'accord. Voilà, oui, mais le rapport, c'est la finalisation de l'audit. Dans le rapport. Le rapport, c'est le produit de l'audit. Le fichier, lui, n'est pas bon. Bon, le fichier, c'est autre chose, mais le rapport. Le fichier, il est corrompu, le fichier. Est-ce que vous avez accès au fichier, non? Non, justement. Okay. C'est ça que j'ai... Mais vous avez accès au fichier en 2000. Depuis 10 ans. Voilà. Alors que la loi électorale dit les partis politiques ont droit de regard et de contrôle sur le fichier électoral. Ce Diouf, c'était ça. Depuis 10 ans, nous n'y avons pas accès. On dit un décret doit organiser le fonctionnement. Le décret n'est pas pris depuis 10 ans. Donc on attend. Voilà le problème du fichier. C'est avec les auditeurs du fichier et les évaluateurs du processus électoral qui sont encore là que pour la première fois depuis bientôt 10 ans, nous apprenons ce qui se passe dans le fichier. C'est un gros problème. On dit en général, nous sommes dans un état de droit. Mais un état de droit, c'est un état qui respecte d'abord sa propre loi. Quand un état ne respecte pas sa propre loi, il n'est pas un état de droit entre nous. Donc, voilà, le fichier a beaucoup de problèmes. Ce serait trop long. Ils ont fait quoi, 30, 35 recommandations. Ceux qui ont audité le fichier électoral, ceux qui sont en train d'évaluer, les évaluateurs du processus, ont également fait des propositions. Nous, on n'a pas accès au fichier. Mais vous avez 200 personnes, au moins, parce que ça fait un peu plus, qui ont accès au fichier depuis 5 ans. Qui ont accès au fichier et qui ne sont même plus les droits d'accès qu'ils avaient parce qu'ils ont occupé une position qui leur permettait d'avoir accès au fichier. Ils ne les ont plus. Mais ils ont toujours leur code pour accéder. Alors, ça ne fait pas bien, mon cher ami. Voilà. Alors, nous avançons vers les élections, date fixée 2022, et il y a aussi ces découpages administratifs qui arrivent et qui s'ajoutent aux nombreuses petites mairies qu'on avait déjà au Sénégal. Alors, quel est votre point de vue, vous, en tant qu'opposant, et en tant que chef de parti, justement, sur le nouveau découpage qui est très décrié d'ailleurs par les Rufisquois, par beaucoup de alors, moi, j'avais fait rapidement quelques observations sur le découpage. J'étais en train de regarder un peu ça. Bon, le découpage, en 2013, la question avait été évoquée. Les élus ont dit, puisqu'on va en 2014
à des élections locales, vaut mieux attendre. Après, au lendemain des élections locales de 2014, on réfléchit et puis tranquille, on produit quelque chose. 2014. On est en 2021. Ils attendent à quelques mois pour dire ah oui, 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 il faut découper. C'est le premier problème. Deuxièmement, les consultations. Les populations doivent être consultées pour faire un découpage. C'est la loi, article 76 du Code des collectivités locales. Ouais. Elles n'ont pas été consultées. Les observations faites par les élus n'ont pas été prises en compte. Djiddah Thiaroye Kao. Djiddah Thiaroye Kao est l'expression achevée de la quintessence de cette réforme. Il y a eu un contentieux entre les communes Pikine et Guédiawaye autour du marché de Djiddah Thiaroye Kao. Je crois que c'est un arrêté du préfet ou du je ne sais pas qui, quelle autorité, qui avait enlevé le marché de Djiddah Thiaroye Kao. Le maire de Djiddah Thiaroye Kao est de l'opposition. OK? Ils sortent le Cheikh Dieng, le PDS. Ils sortent le marché de Djiddah Thiaroye Kao. Le maire saisit la Cour suprême. La Cour suprême donne raison au maire et Djiddah Thiaroye Kao est revenu. Le marché est revenu à la mairie de Djiddah Thiaroye Kao. Dans le décret du président Macky Sall, j'imagine que c'est ceux qui ont préparé le décret. Je ne peux pas dire quand même qu'il est au courant de tout. Et ils ont peut-être glissé là-dedans. Ça arrive. Qui sait? Qui sait? Oui. Ça peut être lui aussi. Hein. Bon, en tout cas, il a signé le décret. Et la seule chose qui change dans le découpage de Djiddah Thiaroye Kao, c'est le marché qu'on sort et qu'on affecte à une autre commune. C'est tout. Ça s'arrête là. Le marché. Et une décision de la Cour suprême avait réglé le problème. Vous voyez? Alors, donc ça veut dire clairement que alors, évidemment, il faut qu'on en parle parce que c'est l'actualité, oui, etc. Mais tout ce qu'on dit entre dans le cadre de ce que tout le monde sait, à savoir que ce découpage n'est pas fait pour répondre à telle ou telle aspiration des populations, mais pour résoudre des problèmes de clientèle politique. C'est tout. Alors, nous, Landing Savané, est-ce que vous parlez... Ah, je ne vous ai pas parlé du... Parce que j'ai évoqué la question du découpage. Des filao, des 150 hectares. Oui, exactement. Justement, c'est un point qu'on a souhaité rapidement. On y va tout de suite d'ailleurs. Alors, justement, cette déclassification des filao. Oui, là aussi 150 hectares. C'est très grave. C'est très grave. D'abord, il y a la loi portant code forestier, qui est très claire dans ses dispositions et tout, et qui dit que l'avis de la Commission régionale des sols et de la Commission nationale des sols est obligatoire. C'est la loi qui le dit, obligatoire. Ces commissions n'ont pas été consultées. Le code forestier également dit que la compensation, le classement compensatoire, c'est-à-dire à partir d'un certain niveau de déclassement, si vous déclassez, vous devez trouver un autre espace dans la même circonscription administrative pour remplacer ce que vous avez déclassé. Ce n'est pas le cas. Donc, violation aussi de la loi. Troisième élément, l'un dans l'autre, ils font ce qu'ils veulent sans se soucier de la loi. C'est ce que je vous ai dit. Pays de droit, un état de droit. Qui n'existe pas. C'est tout. Voilà. Alors, Landing Savané, vous parlez, vous échangez un peu de temps en temps? Oui, Landing, c'est mon grand frère. Bien sûr. On a eu des divergences politiques qui, à mon avis, n'ont pas été bien résolues, quoi. Mais bon, c'est la vie. Hein. C'est la vie. C'est la vie. Vous avez combattu ensemble. Alors, nous allons voir un peu une vidéo. C'est
si elle est prête, n'est-ce pas, pour à la régie. Cette vidéo, c'est justement sur cette question qu'on vous pose par rapport à Landing Savané. waaw man maa ngi ko doon laaj relation am ak Landing Savané ndax ba léegi ñu ngi ànd wala ku nekk day demal boppam. Alors, la question est posée. Est-ce que vous êtes toujours ensemble? Vous avez déjà répondu à la question. Vous n'êtes pas... Vous avez dans les questions, parfois, vous percevez que certains ne suivent pas bien la politique, quoi. Macky, Landing, il soutient quand même le président Macky Sall, même si récemment... Il a déclaré qu'il est contre le troisième mandat. Contre un éventuel troisième mandat, en quoi, évidemment, je soutiens cette position. Mais il est dans le camp présidentiel, moi je suis dans le camp de l'opposition. Donc, donc vous ensemble politiquement. C'est ça. C'est ça, mais le système que vous avez... Il dit, est-ce que vous pouvez aller ensemble? Non, bien sûr, c'est une question assez simple, simpliste. Parce qu'en fait, le pouvoir... Donc si on doit être ensemble, c'est entre oppositions quand même. Bien sûr. Parce que eux, c'est Benno. Oui, c'est Benno, d'accord. C'est le système du je suis contre vous, je suis contre vos idées, mais je suis prêt à mourir pour que vous ayez le droit d'exprimer vos idées. Voilà. C'est la démocratie à l'américaine. C'est cela. Alors, si vous étiez président de la République du Sénégal, quelle serait votre première décision? Ma première décision? Alors, la première décision, c'est pas ici que je vais dire ça. Oui, bien sûr, d'accord. Parce que je dois élaborer une série de décisions qui doivent partir d'une vision, qui doivent partir d'un projet de société, qui doivent partir d'un programme. Et donc, vous avez, à partir de ce moment, une façon de prioriser les choses. Naturellement, les premières choses à changer, c'est le comportement d'abord. C'est-à-dire qu'il faut prendre des mesures qui permettent aux populations de savoir que les choses ont changé. Et ça, c'est le comportement. C'est le président de la République lui-même doit, sur une série de questions, apporter des modifications telles qu'on va dire, ah, attention, ça commence à changer. À ce moment, votre administration, quand j'étais ministre de la Communication, en 2001... Avec des amis, on a pensé que vous étiez le meilleur ministre de la Communication. Merci. De l'histoire du Sénégal, on a discuté de ça. L'amène au paradis. Un matin, vers 9h, j'appelle un directeur. Il n'était pas là. J'appelle un autre. Il n'était pas là. Je dis, que se passe-t-il? J'appelle un troisième, il n'était pas là. Je dis, bon, d'accord, donc les gens, ils ne viennent pas à l'heure. Le lendemain matin, avec mon directeur de cabinet, on se met devant l'ascenseur. C'est un immeuble de 10 étages. Les gens sont obligés de passer par l'ascenseur. On se met devant l'ascenseur. Avec nos parapheurs, on travaille. C'est 8h moins le quart. Pour moi, j'allais là-bas à 7h30. Alors, chaque fois que quelqu'un sort la tête, le gendarme lui dit de venir mettre son nom. Les retardataires. Donc, les gens viennent 8h30, 9h, 9h30. Je crois qu'on est resté, nous, jusqu'à 10h. On est remonté. Les gendarmes avaient pris la liste de tous ceux qui sont arrivés en retard. Je n'ai pas pris de sanctions. Parce que pour moi, ce qui était important, c'est qu'ils comprennent. Souligné. Le lendemain, à 7h30, tout le monde était à sa place. Donc, le poisson pourri par la tête. Mais les gens qui vous connaissent, qui vous suivent et qui vous écoutent régulièrement ont une idée un peu de ce que vous voulez amener comme changement au Sénégal. En vous écoutant, en vous lisant, les gens ont une idée assez claire de ce que vous allez apporter. Voilà. Mon cher invité, Mamadou Diop Decroix, merci pour votre temps. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Face à la Nation, qui est une émission vraiment qui touche des questions qui nous assaillent tous les jours et des questions qu'on semble oublier très souvent dans le traitement quotidien de l'information.
à la place, on entend très souvent des sujets, on traite des sujets qui sont plus politico-politiciennes, etc. Mais ça, nous avons tenu à avoir votre point de vue sur ces questions qui sont essentielles et qui font face au Sénégal de tous les jours. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mon cher ami, c'est moi qui Merci. Alors, chers amis, c'était donc Face à la Nation. Notre invité, Mamadou Diop Decroix, philosophe, homme politique, lutteur, politicien, n'est-ce pas, qui a commencé le travail depuis très longtemps, tout jeune, et qui, aujourd'hui encore, continue le combat pour le bien du Sénégal. Sur ce, merci d'être resté avec nous dans le monde entier, n'est-ce pas? Vous qui nous envoyez des messages depuis Washington, D.C. ou bien depuis Londres, merci à vous tous et à très bientôt sur B-News International pour un autre numéro de Face à la Nation. Au revoir.